Quand je suis arrivé à Genève, en janvier 2018, l'une des choses qui m'a impressionné le plus était son silence. Je ne comprenais pas pourquoi les rues étaient si calmes. À ce moment-là, j'ai simplement supposé d'une part que comme l'hiver est si froid ici, il était normal que les gens restent chez eux. Et d'autre part, que généralement leur culture est moins bruyante qu'au Mexique ou à Villayala. Une autre chose qui a également attiré mon attention s'est produite le jour que j'ai reçu les clés d'un studio que j'allais louer dans le quartier d'Eau Vive. Ils m'ont également remis un règlement stipulant que de 22h à 6h du matin, tout bruit était interdit à l'intérieur du studio et de l'immeuble. De plus, dans le bus, il y avait une voix qui annonçait l'interdiction de jouer de la musique à l'intérieur du bus et que les personnes qui voulaient jouer de la musique dans les espaces publics devaient informer et payer à la police pour le faire. Informer et payer à la police pour avoir le droit de jouer de la musique, pour gagner sa vie. Quelques mois plus tard, je dormais dans mon studio et entre 1h et 2h du matin, le son de la musique m'a réveillé. C'était de la musique du monde arabe, diffusée par des haut-parleurs portables d'un homme qui avait décidé de s'asseoir juste devant l'immeuble où je vivais en buvant une bière. Bien que le son m'a réveillé, il ne m'a pas dérangé. Mais quelques secondes plus tard, des voisins ont commencé à crier à l'homme de se taire, tout en lui lançant des objets qui produisaient un son métallique lorsqu'il touchait le sol. L'homme qui jouait de la musique a crié aux voisins « Vous n'avez pas de vie !» Au moment qu'il a crié et par ce qu'il a dit, j'ai pu détecter son accent et je sus que l'homme n'était pas originaire de Suisse ou d'Europe, qu'il avait probablement des origines arabes. En repensant à ce moment, la question s'est posée. Genève est-il une ville silencieuse ou est une ville silenciée? Les gens ont-ils été contraints au silence, de se taire? Si oui, par qui a-t-elle réduit au silence? Par le gouvernement? Par les habitants? Ou bien leur culture et leurs coutumes ont-elles abouti à un accueil et à une réglementation de l'espace sonore? En raison de ma connaissance insuffisante de la Suisse, il m'était impossible de répondre à ces questions. Et c'est toujours le cas. Cependant, venant d'une culture qui peut être considérée comme généralement plus bruyante, je peux comprendre l'homme lorsqu'il a crié sur mes voisins en insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas de vie en raison de leur silence. Ce silence était difficile à comprendre pour lui, tout comme il est pour moi. Je me demande maintenant ce que l'homme d'origine arabe et moi avons en commun. Y a-t-il un processus historique ou culturel que nous partageons et qui nous rend mal à l'aise avec le silence? D'autres questions. Si l'homme d'origine arabe avait choisi de projeter un autre type de musique, comme une musique du folklore suisse ou simplement du monde occidental, la même chose serait-il produite? Aussi, au lieu d'être un arabe, il avait été un blanc, la même chose serait-il produite? J'ai vécu un autre épisode, un dimanche, alors que j'étais de nouveau dans mon studio à Eau Vive. Et cette fois, il était 11h du matin. Et j'ai commencé à entendre la musique d'un accordéoniste jouant dans la rue. La musique et le musicien étaient clairement européens. Je pense que de l'Europe de l'Est. L'homme avançait en jouant lentement son accordéon, tout en demandant de l'argent aux gens qui regardent dehors pour le voir, curieux par la musique. Certaines personnes se contenaient de lui jeter des pièces depuis leurs fenêtres respectives. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de réaction de la part de mes voisins, même si la musique était tout aussi forte. Pourquoi? Cette réaction très différente est-elle due au fait que la musique était jouée à une heure différente? Ou était-ce à cause de la musique elle-même, de l'origine du musicien? Parce que la personne de l'Europe de l'Est travaillait en faisant de la musique, tandis que la personne arabe traînait dans la rue? Écoutons-nous tous les gens de la même manière? Ou modifions-nous notre attention et nos jugements en fonction de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur origine, de leur religion, voire de leur profession, de leur statut socio-économique, de leur façon de parler, de leur assurance? Qui a le droit d'être entendu? Qui choisit qui a le droit d'être entendu? Nous-mêmes?
Nous arrivons au bord du Rhône. Il y a pas mal de monde. Nous cherchons une place pour nous asseoir. Nous choisissons de nous asseoir à côté d'une famille de Abya-Yala. Surtout, ça m'attire mon attention de s'asseoir à côté de eux parce qu'ils ont de la musique de Abya-Yala qui passe. Nous n'avons même pas fini de mettre notre maillot de bain et d'ouvrir une bière lorsque 2 policiers arriveront et disent à la famille d'éteindre la musique et leur donnant également une amende pour le bruit. En prenant attention à la situation, je remarque qu'il y a plusieurs d'autres groupes de personnes qui jouent de la musique, des gens d'autres races, d'autres cultures, de la musique d'autres genres, des genres occidentaux. Cependant, les policiers verbalisent personne d'autre. Ils ne s'approchant même pas à des autres groupes. Une fois qu'ils ont fini de verbaliser la famille de Abya-Yala, ils font demi-tour et partent. Pourquoi la police n'a-t-elle verbalisé que la famille de Abya-Yala pour le prétendu bruit qu'elle faisait, et pas les autres personnes qui avaient aussi de la musique, voire une musique plus forte? La musique de la famille de Abya-Yala et celle des autres personnes jouaient au même temps, au même endroit. Toutes les personnes se trouvaient dans le même contexte, se répandant, dans un moment de fête et de loisirs au bord de la rivière. Il n'y avait que quelques mètres de séparation entre toutes les personnes présentes. Il y avait des personnes de races différentes, jouant de la musique occidentale. Qu'est-ce que la police a aperçu, interprété, évalué? Qu'est-ce qu'elle a entendu pour verbaliser uniquement ces personnes et pas les autres? Nous voyageons en bateau, qui est sur le point d'arriver à Genève. Dans le bateau se trouve un groupe d'hommes racisés, accompagnés d'une femme blanche. Très près d'arriver à Genève, le groupe d'hommes commence à faire de la musique, en jouant en rythme avec leurs mains et en chantant. Une chanson typique de leur région. Je suis très heureux de la situation et je pense que c'est une très belle façon de terminer notre petit voyage. Quand soudain, j'entends une dame assise à côté de moi se plaindre du bruit. La dame qui accompagne le groupe d'hommes s'approche et s'excuse. Elle explique que le groupe d'hommes est composé de réfugiés originaires d'Érythrée et qu'ils terminent un voyage à vélo à travers plusieurs cantons de la Suisse dans le cadre d'un projet d'intégration des réfugiés. La dame qui se plaint du bruit ne dit rien, mais son inconfort est perceptible. Pourquoi la dame se plaint-elle de ce prétendu bruit? Pourquoi qualifie-t-elle le chant des hommes érythréens de bruit? Pourquoi cela la dérange autant et pourquoi elle essaye de les faire taire? Pourquoi la dame qui accompagne les hommes ressent-elle le besoin de s'excuser et d'expliquer pourquoi les hommes chantent? Pourquoi la dame qui se plaint du bruit trouve-t-elle ces explications insuffisantes? Quel type de sociabilité, de relationnalité entre en jeu, en conflit, à travers cette appréhension du son dans cette situation? Quelles politiques du son, de l'écoute sont présentes? Pourquoi y a-t-il encore tant de rejets d'autres façons de sonner, d'écouter, de vivre? Pourquoi est-il si compliqué de s'écouter les uns et les autres, les unes et les autres? Que pouvons-nous faire pour ne pas être intrusifs avec nos sons? Que pouvons-nous faire pour ne pas réduire les autres au silence?
Peut-on dire que la dame qui se plaint du prétendu bruit que font les hommes racisés qu'ils chantent n'a pas ouvert son écoute à la différence? Peut-on dire qu'elle a reproduit des manières coloniales d'utiliser l'espace acoustique? De mon point de vue, d'écoute, être témoin d'un tel rejet dans les situations décrites me fait inévitablement penser au rejet d'autres formes de vie propres au mode d'action du capitalisme actuel et de ses processus passés. Parce que les modes de vie coloniaux, fondés sur l'exploitation et la soumission de modes de vie non occidentaux, sont dans un refus constant d'écoute, à cause de leur refus de permettre à des fréquences et des oscillations habituellement cachées ou ignorées de moduler leur spectre de fréquences. Et dans de nombreux cas, lorsqu'ils l'écoutons, c'est pour continuer à reproduire des méthodes extractivistes, à extraire des corps, des cultures, des terres. Il ne suffit pas de tolérer certaines différences, certaines fréquences. Je pense qu'il faut penser les différences comme un microphone pour écouter d'autres façons d'exister, d'autres façons de vibrer, dont nous pouvons et nous devons tenir compte, et apprendre si possible. Écouter les différences, c'est se laisser moduler par des oscillations, des fréquences, des vitesses que nous n'avions pas entendues, et non pas parce qu'ils n'existaient pas. Bien souvent, nous les avons sentis bien avant de pouvoir les écouter, mais nous n'étions pas arrêtés pour les écouter, pour les sentir. Il semble que nous avons appris d'ignorer certaines différences, ou de les considérer comme une cause d'exclusion, de division, de méfiance, voire de peur. Pourtant, les sociétés sont toujours composées d'une infinité de différences, de couleurs, de sexe, de voix, de micro-fréquences et micro-rythmes qui forment le méli-mélo sonore complexe de toute communauté, de toute société. Nous ne pouvons pas vraiment vivre ensemble si nous supprimons nos différences, si nous les ignorons, si nous ajoutons constamment des filtres ou si nous appuyons sur le bouton de mute. Les personnes que nous avons grandi au sein de ce qui est considéré comme différent, les personnes marginalisées, c'est-à-dire les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, les handicapés, les personnes du Sud global et dans beaucoup de cas les femmes, nous savons que travailler avec les différences de nos corps, de nos voix, de notre écoute n'est pas une option, n'est pas une mode, c'est une nécessité, un besoin de transformer nos différences, de les transformer en possibilités, en potentialités, de construire un spectre harmonique dans lequel toutes les fréquences peuvent vibrer à leur propre rythme, à leur propre volume. J'étais assis dans le train. Derrière nous est assis un homme noir, africain, qui parle au téléphone. Moins de 10 minutes plus tard, un monsieur arrive pour vérifier les billets de train et demande à l'homme africain de baisser le volume de sa voix car il parle trop fort. L'homme africain répond qu'il n'y a pas de problème et qu'il parlera moins fort. Le guichetier revient environ 5 minutes plus tard et dit à l'homme africain que s'il veut continuer à parler, il doit aller dans une autre partie du train où il n'y a personne. L'homme africain insiste sur le fait qu'il va baisser le volume de sa voix, mais le guichetier ne lui croit pas et dit qu'il va rester avec lui jusqu'à ce que l'homme baisse le volume de sa voix ou met fin à son appel. L'homme africain baisse le volume de sa voix et dit au revoir à son interlocuteur. Le guichetier sort un papier, un règlement, qui dit qu'il est interdit de faire du bruit dans le train, sans jamais préciser la définition de bruit. L'homme africain réagit de manière intempestive, saisit le règlement et le déchire, revendique son droit de parler au téléphone et déclare que cette situation est inacceptable.